Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que le son, ça va? Parfait. Super. Bonjour à tous. Super, merci beaucoup. Pour ceux qui ne sont pas habitués à Livestorm, je me répète à chaque fois, mais il y en a qui ne sont toujours pas habitués et pour qui c'est la première fois. Vous avez un onglet chat et un onglet questions. Donc pour les questions qui ont attrait à la présentation d'Ariel, c'est mieux de les mettre dans l'onglet questions. Comme ça, les questions les plus populaires pourront remonter facilement et je pourrai les poser à la fin de la présentation d'Ariel. Et pour ceux qui ne connaissent pas Shine, en attendant que tout le monde arrive, donc Shine, c'est un compte bancaire qui se veut le plus simple et le plus fluide possible, mais c'est aussi un copilote. Ça veut dire qu'on a pour objectif de vous faciliter la vie sur les volets bancaires et administratifs, mais aussi de vous offrir le plus de valeur possible sur beaucoup d'autres thématiques. Donc c'est pour ça que notre service client, il essaye d'être le plus réactif possible 7 jours sur 7. C'est pour ça qu'on a un blog où on parle à la fois des sujets d'entrepreneuriat, de finance, mais aussi de communication, de marketing. Et c'est pour ça qu'on fait des webinaires. Donc il y a déjà de ça depuis un moment, dans lesquels on invite la communauté à vous partager de la valeur. Donc des conseils actionnables sur leur domaine de prédilection. Et aujourd'hui, c'est Ariel, qui est développeur indépendant et formateur, qui va vous donner tous ses conseils sur le SEO. Donc, si Ariel, tu es prêt, je te laisse la parole. Yes, je suis prêt. Alors, hop, je vais partager l'écran parce que le PDF a pas chargé apparemment. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Alors là, on voit les onglets, on voit pas encore Ah, la on voit prise. les, on Ouais. voit les onglets. Ok, nickel. Alors, je regarde le sondage. Je vois pas les réponses du sondage, moi. Euh, pour Est-ce qu'il l'instant, faut que je réponde? Peut-être. non, il n'y a pas forcément besoin de répondre au sondage. Simplement, là, on voit pas encore la présentation sur ton écran. Yes. Euh, Hop, c'est bon. Je vais faire présenter. C'est bon. Tout le Parfait. monde voit. Juste à mettre en plein écran et c'est parfait. Ok. Bah là, je suis en plein écran normalement. C'est bon. Euh, Pas pour nous, non, pas encore. Là, c'est parfait. Super. Ok. Alors bonjour à tous, du coup, encore une fois, l'idée aujourd'hui c'est de vous présenter ce que c'est que le SEO pour les freelances et entrepreneurs. Euh, et voilà, donc moi je m'appelle Ariel Dorol, je suis développeur, comme l'a dit Virgile juste avant. Vous pouvez me retrouver sur mon site web lavidefreelance.fr ou sur Instagram, @lavidefreelance. Du coup, aujourd'hui je commence par un chiffre, c'est 30%. 30%, c'est le pourcentage de prospects que j'ai eu grâce au SEO depuis 2014 à peu près. Donc voilà, moi je suis freelance. En tant que freelance, bah, je dois trouver des clients, forcément. Et en fait, vraiment, par rapport aux prospects que j'ai, donc aux potentiels clients que j'ai, il y a vraiment 30% qui sont venus grâce au SEO, en fait, depuis 2014. Et ça, je l'ai analysé au fur et à mesure des années pour savoir pourquoi ça marchait, en fait. Parce que c'était totalement le hasard. Je faisais même pas vraiment exprès, mais j'avais mis en place des choses qui ont fait que j'avais beaucoup de gens qui venaient grâce au SEO sans me rendre compte. Et vers 2017 à peu près, j'ai commencé à analyser tout ça. Mais du coup, avant de parler de ça, qu'est-ce que c'est que le SEO exactement? Parce que peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne savent pas ce que c'est. Alors le SEO, c'est un mot, c'est un acronyme en anglais qui veut dire Search Engine Optimization. Et pour faire simple, c'est l'optimisation de votre site web pour les moteurs de recherche. Donc un moteur de recherche, c'est quelque chose comme Google, Yahoo, Bing, qui vous permet de chercher des sites web. Et le but, votre but, c'est d'optimiser en fait le référencement de votre site. En français, on parle souvent de référencement naturel, c'est-à-dire que vous allez améliorer votre site pour que Google ou Bing ou Yahoo, donc les moteurs de recherche, l'affichent en premier en fonction d'une certaine recherche. Et du coup, pour faire très simple, grâce au SEO, bah, vous obtenez plus de visites, vu que les gens vous voient plus facilement. Et donc, plus de visiteurs égale plus de prospects, et plus de prospects égale à plus de clients à terme.
C'est ça le but. Le but du SEO, c'est d'avoir une plus grosse audience. Et nous, en tant que freelance ou entrepreneur, c'est d'avoir plus de clients. D'ailleurs, j'ai dit optimisation d'un site web, mais c'est pas entièrement vrai, c'est plutôt l'optimisation d'une page web. Parce qu'en fait, quand vous faites une recherche sur Google, bah, vous arrivez sur une liste de liens et c'est donc une liste de pages en fait possibles. C'est pas un site web entier. Et en fait, le SEO, c'est ça. C'est que vous allez optimiser une page en particulier. On n'optimise pas tout son site web d'un coup, en fait, en général. C'est pour une page en particulier qu'on va améliorer par rapport à une recherche. Prenons un exemple très concret. Vous avez par exemple quelqu'un qui tape une recherche sur Google, balle de tennis pour terre battue. Vous avez donc une boutique en ligne. Ça, c'est votre site web. L'utilisateur va faire cette recherche, balle de tennis pour terre battue, et le but, c'est que vous allez optimiser une de vos pages, ou plusieurs pages d'ailleurs, si vous en avez qui peuvent correspondre à cette recherche, pour la recherche en question. Ceci afin d'apparaître sur Google en première page. C'est-à-dire que vous, si vous avez une fiche, par exemple, justement de balle de tennis pour terre battue, votre but, c'est d'optimiser cette page pour apparaître en premier quand quelqu'un fait cette recherche. Le SEO, c'est ça. C'est vraiment, on optimise une page ou plusieurs pour une recherche en particulier, en fait. Il faut toujours avoir ça en tête. Vous ne pouvez pas optimiser votre site pour toutes les recherches du monde. C'est pas possible. C'est pour une recherche, voire deux en particulier. Ce qu'on appelle des mots-clés, en fait. Une recherche est constituée, du coup, de plusieurs mots-clés. Et le but du SEO, alors, c'est d'avoir une de vos pages qui soit numéro 1 sur Google pour un ensemble de mots-clés. Donc, une recherche égale un ensemble de mots-clés. Et pas seulement pour votre nom de domaine ou votre nom commercial. Parce que souvent, je dirais certains consultants, pour ne pas dire beaucoup, abusent un peu de la naïveté, on va dire, des gens qui ne s'y connaissent pas en SEO. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont vous dire, ah, on va vous optimiser votre site web pour le SEO. Et au bout, ils vont vous faire payer une certaine somme. Hein. Parfois, ça peut devenir très très cher. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils optimisent votre site web seulement sur votre propre nom, sur votre nom de domaine ou votre nom commercial. Sauf que ça, entre guillemets, c'est un peu la base, si vous voulez. Donc, le fait de taper votre nom et que vous apparaissez, c'est la base. Ça devrait pas être ça le minimum. Le but pour vous, c'est d'apparaître sur des mots-clés, sur des recherches en particulier, comme l'exemple de tout à l'heure, balle de tennis en terre battue. Le fait d'apparaître sur votre nom, c'est la base. Donc, du coup, ça tire quelque chose aussi, c'est que en SEO, c'est très important de bien choisir son nom de domaine. Choisissez un nom qui ne sera pas trop commun. Forcément, si vous avez un nom commercial ou un nom de domaine, donc c'est le nom de votre site web, qui est un peu trop commun, par exemple, si vous vous appelez juste baguette, bah forcément, c'est compliqué. Votre site, il va avoir du mal à apparaître parce qu'il y a sûrement plein d'autres pages qui ont le mot-clé baguette, en fait. Donc, votre site va avoir du mal à apparaître. Donc, essayez toujours d'avoir un nom commercial qui soit unique, si je puis dire. Alors là, je vais vous parler du SEO surtout d'un point de vue d'un entrepreneur et pas d'un point de vue d'un consultant. Parce que c'est deux manières de réfléchir très différentes. Un consultant en SEO, c'est quelqu'un qui va vous parler comme un expert et qui lui voit le SEO comme entre guillemets, un puriste. Moi, c'est pas comme ça que je l'ai fait, c'est pas comme ça que je l'ai appris. J'ai appris le SEO pour servir, entre guillemets, mon business, principalement. Et pas juste pour me dire que j'étais bon en SEO. Alors que les freelances en SEO, c'est un peu ça. Ça veut pas dire que ce qu'ils font, c'est pas bien. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que quand vous le faites seul, vous n'allez pas avoir le même degré, je dirais, de d'optimisation qu'un consultant. C'est logique, hein, c'est pas votre métier. Vous êtes entrepreneur, vous êtes freelance. Votre but, c'est de vous concentrer sur votre business, mais de pouvoir mettre des choses facilement actionnables pour améliorer votre SEO. Voilà de quoi je vous parlais. Du coup, dans quel cas miser sur le SEO? Alors en fait, c'est vraiment simple. Le SEO, c'est quand vous voulez une stratégie de fond et long terme pour vous faire connaître. Le SEO, c'est pas une stratégie dit court terme, c'est vraiment une stratégie de fond qu'il faut mettre en plus de vos autres stratégies d'acquisition. Vous ne pouvez pas vous reposer uniquement sur le SEO si vous avez un besoin court terme, c'est pas possible. Le SEO, ça prend du temps. Google met beaucoup de temps à référencer votre site web. Ça peut prendre parfois 6 mois. Le minimum, on va dire, c'est au bout de 1 mois, vous commencez déjà à être un peu référencé. Et être référencé sur plusieurs mots-clés, ça peut prendre 3 mois, 6 mois, 1 an. En général, au bout de 6 mois, vous avez déjà beaucoup de bons résultats si vous avez été rigoureux, disons. Euh, si vous voulez si votre business aussi peut être recherché, c'est-à-dire qu'il y a des business qui ne sont pas recherchés sur Google. Je vous donne un exemple très simple. Quelqu'un qui est dans le business peut-être de la fret, du fret, pardon, à très grosse échelle, ses clients, ils vont peut-être pas du tout chercher sur Google en tapant, voilà, comment dire, acteur dans le fret sur Google, quoi. C'est pas possible. Faut que vous ayez un business où les gens en fait, vont chercher votre business sur Google, en fait. Par exemple, bah, encore une fois, la balle de tennis sur terre battue, ça marche. Les gens cherchent ça sur Google.
chercher un médecin, ça marche aussi. Si vous êtes médecin généraliste ou autre, ça marche aussi. Si vous êtes freelance graphiste, ça marche aussi. Si vous êtes un entrepreneur qui a un restaurant, ça marche aussi, puisque les gens vont chercher votre restaurant sur Internet. En fait, tout ce qui est recherchable, souvent, ça marche. Donc, en fait, quasiment tous les business, en fait. Pour faire simple, seulement les très, très gros business ne se font pas souvent rechercher car ça passe plus par des relations ou des cabinets. Donc, il n'y a que dans ces cas-là où ça marche pas trop. Mais dans la majorité des business, même B2B, que ce soit B2B, donc des business de professionnel à professionnel, ou des business B2C, de professionnel à particulier, même dans ces cas-là, ça marche. Seulement les très très gros ne fonctionneront pas pour le SEO. En tout cas, ce ne sera pas très pertinent, quoi. Le SEO, ça prend du temps, encore une fois. Mais l'avantage, c'est que ça ne coûte pas d'argent quand vous le faites vous-même. Ça coûte juste du temps. Et évidemment, on dit aussi que le temps, c'est de l'argent, je suis d'accord, mais ça coûte juste du temps et c'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Alors, pour rappel, voici 4 grandes façons de se faire connaître. La première, c'est le bouche-à-oreille. Ce qui est bien, c'est que le bouche-à-oreille, c'est gratuit. Par contre, c'est passif. Vous n'avez pas la main dessus, quoi. C'est à l'oral, c'est en conférence, c'est quand la presse elle parle de vous. Vous n'avez pas tout le temps la main dessus. Parce que là, je parle encore une fois du bouche-à-oreille vraiment gratuit. C'est votre produit, il plaît, les gens en parlent autour d'eux, mais vous pouvez pas forcer les gens à en parler. Vous pouvez mettre en place 2-3 choses pour créer de la viralité, on va dire, pour créer du coup du bouche-à-oreille viral, mais c'est quand même quelque chose qui est très passif. Vous n'avez pas la main. La publicité payante, c'est actif, vous avez la main dessus. Par contre, c'est payant. Donc, vous avez la main dessus parce que c'est vous qui payez tout de suite pour apparaître. Donc, si vous voulez apparaître à la télé, bah, vous payez, vous allez apparaître. Vous voulez apparaître dans la presse, vous payez. Vous voulez faire des placements de produits dans des vidéos de youtubeurs ou ce genre de choses, ou vous voulez faire des flyers, des panneaux pubs dans la rue, ça marche. Mais ça coûte de l'argent. Et du coup, forcément, pour continuer à être présent, bah, vous devez continuer à mettre de l'argent. Par exemple, si vous avez un panneau pub dans la rue, bah, tant que vous payez, il est là. Bah, si vous payez plus, bah, au bout d'un moment, il enlève le panneau. Donc en fait, c'est une stratégie très bien sur le court terme, enfin parfois même sur le long terme, mais ça demande d'injecter toujours plus d'argent. Ce qui est bien avec le SEO, c'est que c'est pas exactement ça. Ensuite, il y a le troisième point. On a la prospection directe. C'est gratuit, entre guillemets, parce que ça vous prend juste du temps. C'est actif. Par contre, c'est très chronophage. Donc, la prospection directe, c'est envoyer des emails à des personnes qui sont des prospects qui peuvent être qualifiés. C'est faire des appels, s'envoyer des courriers, ce genre de choses. Ça marche, mais voilà, c'est très chronophage. D'ailleurs, vous avez sûrement dû, en tant qu'entrepreneur ou freelance, recevoir des courriers juste après avoir créé votre entreprise, typiquement d'entreprises qui vous disent voulez-vous une assurance, voulez-vous je ne sais quoi par courrier, parce qu'en fait, même par courrier, aujourd'hui encore en 2021, par courrier, ça marche quand même. Le fait d'envoyer des courriers à certaines personnes, ça marche. Donc, il y a toujours des gens qui le font. Ensuite, on a la quatrième façon, c'est le référencement. Ce qui est bien, c'est que le référencement, c'est actif au début. Après, c'est passif, c'est-à-dire que ça tourne tout seul. Mais c'est actif parce que vous avez la main dessus en partie. C'est à vous d'optimiser votre site web pour le faire. Et c'est gratuit. Encore une fois, c'est gratuit quand vous le faites vous-même, je veux dire. Parce que vous pouvez très bien passer par un consultant en SEO, mais c'est pas le but de cette presse. Là, je vous parle surtout du SEO pour vous, pour pouvoir le mettre en place vous-même. Ce qui est bien, c'est que c'est une catégorie à part entière, le SEO, parce que ça va vous ramener des clients de différentes manières possibles. Alors, la publicité, le problème, je l'ai déjà dit, hein, c'est que c'est éphémère. Le référencement, c'est permanent. Une fois que votre page elle est référencée sur Google, sur un certain nombre de mots-clés, elle est là pour rester. Bien sûr, d'autres pages peuvent vous dépasser. Hein, c'est un peu comme une course de fond. Vous, si votre page vous l'améliorez pas au fur et à mesure du temps, bah forcément, il y a quelqu'un qui va faire une page qui sera plus performante que la vôtre. Donc, c'est une course de fond, en fait. Faut pas vous dire que c'est tout le temps le rush. C'est vraiment juste une course de fond. Mais en général, quand on a une page et qu'elle est bien placée, elle reste bien placée quand même pendant un petit moment si c'est pas un secteur trop concurrentiel. Donc c'est ça qui est cool. Moi, par exemple, sur mes mots-clés, d'année en année, mon positionnement s'est amélioré et n'a jamais vraiment descendu en fait. Donc ça, c'est plutôt cool parce que j'étais sur quelque chose de très très peu concurrentiel, mais qui est quand même recherché. Quand vous êtes référencé quelque part, vous le restez longtemps, comme je l'ai dit. L'idée, c'est que vous faites un gros travail de départ. Vous faites un gros travail de départ qui consiste à optimiser vos pages, d'accord? Et ensuite, chercher des mots-clés. Vous allez chercher des mots-clés, optimiser vos pages pour ces fameux mots-clés. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous mettre dans la tête de votre client, en fait. Et après, ça dure dans le temps. Et donc, comme je vous disais, moi, j'ai un site, notamment, c'est mon tout premier site qui m'a vraiment ramené pas mal de clients au fur et à mesure des années. C'est ariel-dorol.fr. C'était juste un CV en ligne. Hein. C'était vraiment un CV en ligne, tout simple, que j'ai créé en 2011, donc il y a 10 ans. Et pourtant, il me ramène encore aujourd'hui des clients par-ci, par-là. Entre-temps, j'ai mis d'autres choses, bien évidemment. Donc, mon nom apparaît encore sur plein d'autres choses. Mais vraiment, je l'ai depuis 10 ans et il me ramène encore quelques prospects par-ci, par-là. Alors, là, vous vous dites peut-être, je n'ai pas de site web, je ne peux pas faire de SEO. Et bien justement, non, pas du tout. Même quand vous n'avez pas de site web, vous pouvez faire du SEO
Si on vous dit que vous pouvez pas faire de SEO si vous n'avez pas de site web, c'est complètement faux. Vous n'êtes pas obligé. Je sais qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, plusieurs entrepreneurs ou freelance qui n'ont pas de site web parce qu'ils n'en voient pas l'utilité, parce qu'ils ont d'autres plateformes. Et ben, vous pouvez quand même faire du SEO, même si vous n'avez pas de site web, ne vous inquiétez pas. L'idée, c'est que il y a deux types de moteurs de recherche. Il y a les moteurs de recherche de pages web, comme je vous ai dit, qui servent à chercher des sites web, donc Google, Yahoo, Bing, etc. Vous allez dessus, vous allez chercher des mots-clés, ça va vous montrer des sites web. Mais après, il y a aussi d'autres moteurs de recherche. Typiquement, YouTube, c'est un moteur de recherche, en fait. C'est un moteur de recherche, mais de vidéos. YouTube, Dailymotion, Twitch, ce sont des moteurs de recherche. Ce qui veut dire que vous pouvez optimiser, en fait, vos vidéos YouTube pour apparaître en premier, justement. C'est vraiment pareil, hein, c'est comme sur Google. Vous avez les marketplaces. Par exemple, vous avez la marketplace de freelance, Malte. Vous avez sinon la marketplace de la boutique en ligne Amazon qui permet de vendre vos produits Amazon. Vous pouvez optimiser vos fiches Amazon, en fait, pour apparaître en premier. Vous avez la marketplace Le Bon Coin. Le Bon Coin aussi, c'est un moteur de recherche, en fait. Parce que sur Le Bon Coin, les gens mettent des mots-clés pour trouver des objets sur Le Bon Coin. Et ben, si vous optimisez votre fiche Le Bon Coin, bah, vous avez plus de chances d'apparaître avant les autres aussi. C'est un peu pareil. Et après, vous avez les stores comme Google Play, l'App Store, et ainsi de suite. Ça aussi, ce sont des moteurs de recherche. Et juste pour la petite info, pour la petite anecdote, YouTube, aujourd'hui, j'ai même revérifié avant cette presse, c'est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé au monde. Ce qui veut dire qu'après Google, YouTube, c'est l'endroit, c'est le site web dans lequel les gens tapent le plus de recherches, en fait. Ce qui veut dire que YouTube, c'est aussi un très bon moyen de faire du SEO sur des vidéos et pas sur un site web. Donc, vous pouvez très bien faire du SEO même sans site web. Le SEO, ça va vous amener des visiteurs dits chauds. C'est eux qui vous cherchent et pas l'inverse. En fait, un visiteur froid, c'est par exemple quand vous faites de la pub, vous mettez un panneau dans la rue, quelqu'un se balade sur l'autoroute, il voit votre panneau, et ben qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un visiteur froid. C'est-à-dire qu'à la base, il se baladait, il avait autre chose en tête, il voit votre panneau. D'accord? Ça va lui rentrer dans la tête, mais il cherchait pas spécialement. Voilà, il y a une pub par exemple pour des oranges sur le panneau. Bah, il voulait pas spécialement des oranges, mais il a vu le panneau, il se dit ok, c'est rentré dans sa tête et peut-être que quand il va rentrer chez lui, il cherchera des oranges. Alors qu'en fait, quand vous faites du SEO, votre but, c'est d'apparaître pour une recherche en particulier. Donc en fait, vous allez forcément apparaître par rapport à ce que quelqu'un cherche déjà. Donc c'est un visiteur chaud. C'est comme si quelqu'un allait dans une boutique d'oranges pour justement acheter des oranges. Euh, le fait de rentrer dans la boutique lui-même veut dire qu'il cherche déjà des oranges potentiellement. Et ben en SEO, c'est pareil. Le fait que quelqu'un fasse une recherche pour trouver quelque chose qui correspond à sa recherche et que vous apparaissez, c'est qu'il est déjà actif dans sa recherche. Donc c'est un visiteur chaud, c'est un visiteur qui est déjà intéressé par ce que vous faites. Votre but, c'est du coup d'apparaître sur des recherches. Vraiment, le SEO, c'est ça. Rappelez-vous bien de ça. Du coup, un moteur de recherche, c'est vraiment comme un documentaliste. Vous allez créer des documents. Les documents, c'est l'équivalent de vos pages. Hein. Vous allez créer des documents avec du contenu de qualité. Le documentaliste, qui est le moteur de recherche, il va catégoriser vos documents, donc vos pages, encore une fois, en fonction de leur contenu et de leurs mots-clés. Quelqu'un vient chercher du contenu, et le moteur de recherche, qui est le documentaliste, va rediriger vers les documents les plus pertinents. Il faut vraiment le voir comme ça. Le moteur de recherche, il est, entre guillemets, impartial. Lui, son but, c'est vraiment de rediriger vers le meilleur document comme ferait un documentaliste. Si vous plaisez au documentaliste, il vous recommandera. Votre but, c'est de plaire au documentaliste. C'est donc de le connaître. Et donc, quand vous faites du SEO, il faut s'intéresser au moteur de recherche pour lequel vous voulez faire du SEO. Si c'est sur YouTube, il faut vous intéresser à YouTube, voir comment YouTube comprend les choses, etc. Mais du coup, comment lui plaire? Il y a quand même des règles très générales. Et on va les voir maintenant. Moi, j'ai une philosophie, c'est de faire du curry. Parce que j'adore le Japon, j'adore plein de choses à propos du Japon, et notamment j'adore le curry. Et là, vous vous dites quel est le rapport avec le curry dans cette histoire? Et bien, en fait, le curry, c'est 4 piliers du SEO sur lesquels moi je fonctionne, et d'autres gens fonctionnent. Après, cette appellation curry, c'est vraiment moi qui l'ai inventé, disons, entre guillemets, parce que j'aime bien faire du SEO dans cet ordre exact. Premièrement, c'est le contenu. Le contenu, c'est tout. Le contenu est roi. Si votre contenu ne correspond pas à la recherche, et ben laissez tomber. En fait, on peut pas entre guillemets tricher. On peut tricher, mais la triche, ça dure pas très longtemps en fait. L'idée, c'est que plus votre contenu est de qualité et répond à la recherche, mieux c'est. Moi, je passe la plupart du temps sur la partie contenu. Ensuite, dès que j'ai mis en place mon contenu pour une certaine recherche, j'essaie d'améliorer l'expérience. Et donc, pour améliorer l'expérience, c'est l'expérience du site web en globalité en général. C'est que il faut faire plaisir à vos utilisateurs. Si les utilisateurs sont contents, et ben Google, en tant que moteur de recherche, sera content. Et même les autres moteurs de recherche comme YouTube seront contents. YouTube, par exemple, son but, c'est que les gens restent longtemps sur les vidéos. Donc forcément, si l'expérience de votre vidéo est bien, si l'expérience pour vos utilisateurs est bien, ils vont rester longtemps. YouTube va aimer ça et va encore mieux référencer votre vidéo. Sur Google, c'est pareil. Google, il sait combien de temps les gens restent sur votre site web grâce à tout un tas de techniques. Hein. Google sait tout. Donc tout ça, il faut faire attention. Faites une bonne expérience utilisateur.
Ensuite, il y a les relations. Les relations, en gros, c'est comme dans la vraie vie, si on reprend l'exemple du documentaliste. Si votre documentaliste, vous venez souvent la voir, vous lui parlez, si d'autres gens viennent parler au documentaliste en parlant de vos documents à vous, et ben le documentaliste, au bout d'un moment, il se dit, ah, c'est pas mal, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent me parler des documents de Ariel, par exemple, donc les documents d'Ariel doivent être pertinents. En fait, il faut construire des relations avec les autres sites web pour que les autres sites web parlent aussi de vous. Parce que quand plusieurs personnes parlent de vous, le moteur de recherche, il aime bien ça. Il se dit, ah, c'est intéressant, peut-être qu'il est pertinent, peut-être que cette personne est pertinente. Ensuite, il y a le fonctionnement interne. Ça, c'est la partie sur laquelle je passe, on va dire, le moins de temps, parce que c'est une partie que je fais surtout au début. Je passe pas trop de temps dessus, c'est pas le plus essentiel, le plus important, en fait. C'est le fonctionnement interne de votre site web, c'est les aspects vraiment techniques. Faut pas les négliger, mais c'est pas la toute première chose que je fais. Donc vraiment, voici mon ordre. Le contenu d'abord, l'expérience utilisateur, les relations et le fonctionnement interne. Et tout ça, du coup, c'est le curé. Content, user experience, relations, internals. Le contenu, c'est quoi? Le contenu, l'idée, c'est quoi? C'est que les paroles s'envolent, comme on dit, les écrits restent. Votre contenu, s'il est bien, s'il est propre, il est là pour rester. Il est là pour durer dans le temps. D'accord? Donc, c'est ça qui est vraiment cool. Euh, du coup, bah, pour faire très simple, vous allez inscrire vos pages sur Google, vous allez déterminer une stratégie, vous allez analyser la concurrence, vous allez créer du contenu qui répond à la recherche, vous allez hiérarchiser votre contenu avec des titres, des sous-titres, ce genre de choses, viser des mots-clés qui sont un peu longs. Le but, c'est de viser des recherches qui sont un peu longues. Viser des recherches comme basket rouge, c'est beaucoup trop court. Essayez de viser des choses comme basket rouge pas cher, basket rouge Paris, basket Nike taille 36. Il faut faire des requêtes un peu longues, c'est ce qu'on appelle la longue traîne. Vous allez viser des mots-clés qui sont des questions. Plus les recherches ressemblent à des questions, mieux c'est. Parce que les gens utilisent les moteurs de recherche comme des outils de questionnement au final souvent. Donc faites du contenu qui répond à des questions. Créez du contenu régulièrement, créez du contenu un peu tendance, du contenu détaillé quand c'est utile. C'est-à-dire que l'idée c'est de faire du contenu qui soit court. Hein. Votre but c'est pas de devenir rédacteur. C'est pas grave si vous n'êtes pas rédacteur. Encore une fois, vous êtes entrepreneur. Votre but c'est de vous concentrer sur votre business. Vous allez créer du contenu sur certains mots-clés et dans des cas précis, c'est bien de faire du contenu détaillé. Par exemple, dans le cas d'une fiche technique, si vous faites une fiche technique, n'hésitez pas à être détaillé parce que c'est ce qui va faire que sur Google, ça va apparaître un peu mieux parfois. Créer du contenu qui soit partageable. Le fait que les gens puissent partager votre contenu comme quand on a un blog, c'est très intéressant. Soyez naturel et évitez les répétitions, les répétitions inutiles. Juste soyez naturel, écrivez naturellement, n'essayez pas de faire du contenu dupliqué, ça sert à rien. Et créer du contenu ciblé et localisé. Par exemple, n'hésitez pas à mettre dans vos titres, dans vos contenus, le mot de la ville quand c'est pertinent. Si vous êtes plombier, n'hésitez pas à mettre la ville dans laquelle vous êtes plombier, précisément même la ville et l'arrondissement, voire même la rue, le quartier. N'hésitez pas à les mettre dans les titres, etc. Parce que souvent, les gens, ils vont rechercher de manière ciblée aussi, donc soit par rapport à une ville, soit par rapport à une langue, donc dans une certaine langue, etc. C'est vraiment faites du contenu ciblé. Ensuite, l'UX. L'UX, pour améliorer l'expérience utilisateur, il faut vous dire que Google sait tout. Google sait absolument tout ce qui se passe, le temps que passent vos visiteurs sur le site. Google sait tout un tas de choses. Donc vous, votre but, c'est de, déterminer votre cible et faire plaisir à cette cible en apportant du contenu de qualité, encore une fois, mais surtout en faisant un site qui répond à l'expérience, un site ou sinon sur d'autres, des fiches, par exemple quand vous êtes sur Malte ou d'autres moteurs de recherche, des fiches qui correspondent à ce que veulent vos visiteurs. Faites-leur plaisir. Rendez la navigation facile. Rendez vos pages accessibles sur mobile, par exemple, si vous avez un site web. Faites rester les visiteurs. Donc, par exemple, sur YouTube, une technique, c'est de toujours inciter le visiteur à la fin de la vidéo d'aller vers une autre vidéo à vous. Et ça le fait rester, et ainsi de suite. Faites-les interagir. Dites-leur de faire des commentaires, de partager. Si vous avez un site web, dites-leur de partager votre site web. Incitez-les à vraiment partager votre site web. Si c'est sur YouTube ou autre, incitez-les à mettre des commentaires. Quand c'est sur Malte, incitez-les sur Malte ou des marketplaces, incitez les gens à mettre des avis. Tout ça, ça aide votre référencement. N'hésitez pas à mettre, quand vous pouvez, du contenu multimédia. Parce que le contenu multimédia, ça fait rester les gens. C'est plus facile à consommer. De la vidéo, des images, c'est facile à consommer. Voilà. Faites plaisir à vos utilisateurs. Tout ça sera dans la presse. Vous l'aurez du coup à la fin. S'ils arrivent grâce au SEO, c'est qu'ils sont déjà intéressés. Donc, répondez à cet intérêt. Pour les relations, ça se résume vraiment à une chose. Allez voir d'autres gens à l'extérieur. Faites en sorte d'avoir des liens qui pointent vers vous. Et pour ça, il y a plusieurs façons de faire. C'est soit vous faites des articles invités. Les articles invités, c'est que vous allez sur d'autres sites web et vous leur dites que vous allez rédiger un article pour eux gratuitement. Et en échange, eux, ils vous permettent de mettre un lien vers votre site web. Ça marche très bien. Vous allez voir des sites qui sont dans votre thématique ou dans votre secteur. Vous dites que vous allez faire une page d'article ou une page d'aide gratuitement pour eux. Et juste, vous avez le droit de mettre un lien vers votre site web. Vous pouvez faire des échanges de liens. Par exemple, si vous avez un site web de chats
et que vous avez un blog qui parle des chats et ensuite il y a un magasin, par exemple, qui vend des choses de chats, vous, votre but, c'est de pouvoir faire des échanges de liens avec le fameux magasin parce que c'est pertinent. Parce que vous allez mettre des liens vers sa boutique, lui il va mettre des liens vers votre blog pour ses acheteurs. Ça peut être intéressant. Donc tout ça, ça a amélioré le SEO de chacun d'entre vous, en fait. C'est vraiment important. Et des liens externes qui pointent vers vous, comme je disais. Mettez des liens sur d'autres plateformes. Et n'hésitez pas à vous servir des autres plateformes comme tremplin pour mettre des liens. Ça, c'est une très bonne technique. Vous allez sur des sites existants et vous mettez des liens à vous, par exemple, sur votre fiche LinkedIn, par exemple, sur votre page Facebook, si vous avez une page Facebook, sur votre Twitter, si vous avez un blog externe comme un WordPress, un Medium. N'hésitez pas à aller en fait, sur des plateformes. Enregistrez-vous sur des plateformes, même si ce n'est pas votre canal principal. Enregistrez-vous dessus juste pour pouvoir mettre ensuite des liens vers votre site web aussi. Et encore une fois, ça améliore votre référencement, le fait d'avoir des pages un peu partout. Ensuite, pour la partie interne, voilà, je ne vais pas trop m'étaler dessus, mais dans l'idée, il faut que votre site soit sécurisé, donc en HTTPS, vous savez, avec le petit cadenas. Il faut mettre les bonnes balises title, meta. Alors ça, c'est des espèces très techniques dans lesquelles je ne vais pas rentrer, parce que ça dépend beaucoup aussi de ce que vous utilisez pour créer votre site web ou de l'endroit où vous faites votre référencement. Mais globalement, il faut avoir des bons titres, faut mettre des labels, enfin des libellés à vos images. Faut que vos images soient très légères. En général, on ne fait pas attention, on prend des images très très grosses, on les met en ligne, on s'en fiche. Non, optimisez vos images. Il y a plein d'outils gratuits pour ça. Vous allez en ligne, vous tapez optimiser mon image, il y aura plein de choses. Et voilà. Donc il y a tout un tas de choses. Je les mettrai dans la presse. L'idée, c'est pas trop de m'étaler là-dessus. Mais grosso modo, la dernière partie, c'est que les moteurs de recherche, ce sont des robots. Donc il faut améliorer votre site, pardon, ou votre fiche pour ces fameux robots. Alors, est-ce que ça vous semble compliqué et long? Je ne sais pas, mais au final, c'est pas si long que ça. Ça en a l'air, mais c'est pas si long que ça à mettre en place. C'est vraiment un gros travail de début, et après, sur le long terme, ça marche. Il vous faut juste de la rigueur, et c'est surtout des efforts au début, et après, tout roule. Il y a deux grandes stratégies de SEO selon moi. Un, c'est l'optimisation, c'est le fait d'optimiser à fond la caisse, et ensuite la prolifération. La prolifération, c'est le fait de faire beaucoup de contenus variés sur les mêmes thématiques. Moi, je fais plutôt la deuxième. Et quand on est entrepreneur, en fonction de son business, bien évidemment, c'est plutôt la deuxième aussi qui est intéressante si on a beaucoup de contenu à créer. Si on n'a pas beaucoup de contenu à créer parce que son secteur est, on va dire, pauvre en contenu, le mieux, c'est de faire de la suroptimisation. C'est-à-dire que sur chacune des pages que vous avez, c'est de les optimiser au maximum du maximum. Il y a 3 types de pages en termes de contenu. Vous avez le contenu de marque, donc ça va être tout ce qui est page de présentation, page de capture avec des emails, fiches produits. Vous avez le contenu explicatif, ça c'est le meilleur contenu pour moi pour faire du SEO, c'est le contenu explicatif, ça va être des pages d'aide. Typiquement, Shine est très bon là-dessus. Des pages d'aide, des pages de définition, des guides, des listes. Google adore les listes. Vous savez, toutes les pages, quand vous faites une recherche, par exemple, comment déclarer mes impôts, vous allez souvent arriver sur des pages où en fait il y a une liste de choses à faire pour déclarer ses impôts. En fait, Google adore ça parce que les listes, c'est très facile, c'est du contenu rapide à lire et ça répond à l'information en fait. Donc les pages de définition, les guides, les listes, les pages utilitaires, les infographies, ce genre de choses, ça marche très bien. Ensuite, vous avez le contenu hybride. C'est les contenus en fait qui sont un peu des contenus de marque, donc qui concernent votre business directement, mais qui sont quand même du contenu explicatif, entre guillemets. C'est à moitié entre les deux. Et sur ça, on a quoi? On a les pages d'actualité, les pages de vente, les pages de blog. C'est des pages où en fait vous allez montrer votre marque, montrer votre offre, mais aussi quand même expliquer des choses. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. Voilà des exemples concrets pour vous mettre dans la tête, c'est qu'il faut vous mettre dans la tête de votre client et voilà 2-3 exemples concrets. Par exemple, je suis freelance designer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais viser des mots-clés comme UX designer freelance Paris, designer freelance Paris 77, enfin designer freelance 77, pardon, designer freelance pas cher, UX designer tarif. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a sûrement des gens qui vont chercher des tarifs. Donc en fait, vous, votre but, c'est aussi d'apparaître sur des contenus où quelqu'un qui cherche un designer, s'il sait déjà ce qu'il cherche, il va taper UX designer tarif. Si vous apparaissez sur cette page qui explique combien ça coûte un designer, etc., mais qu'en plus vous dites, d'ailleurs, moi je suis designer si ça vous intéresse, bam, vous avez déjà acquis l'attention de votre client. Designer, Photoshop, freelance, et ainsi de suite. Quand le client ne sait pas encore ce qu'il veut, votre but c'est de viser des mots-clés qui sont des mots-clés d'interrogation. Par exemple, différence entre UX designer et UI designer. Qu'est-ce que l'UX design? Qu'est-ce qu'un design sprint? Comment améliorer l'UX d'un site? Parce que si quelqu'un tape comment améliorer l'UX d'un site, il y a de fortes chances que si vous l'avez bien aidé à ce moment-là et que vous montrez une offre qui est intéressante pour lui, il serait prêt même à payer pour améliorer son site. À la base, quelqu'un qui cherche à améliorer, c'est qu'il cherche à améliorer tout seul, mais il y a toujours moyen de répondre aux besoins d'un client avec une offre payante si elle est vraiment adaptée à la cible en fait. Voilà pourquoi c'est bien de se mettre à la tête de votre client. Prenons un autre exemple avec un cabinet d'assurance.
Si le client il sait déjà ce qu'il veut, il va taper quelle assurance est la moins chère, combien coûte une assurance habitation, meilleure assurance habitation, alternative à X. Ariel, Oui. je me permets juste de t'interrompre, je suis désolé. En fait, je crois que la présentation est figée. T'es Ah, quelques slides en euh, retard par rapport à ce que tu dis. Euh, mince. Alors attendez, hop. Là, qu'est-ce que vous Ça a voyez? avancé. Vous le voyez toujours? Vous voyez quoi? Non, là, on voit pas la presse, on voit un écran avec tes onglets. Euh, Ok. Là, Et pareil. là, c'est bon? Pas encore. Là, on voit toujours tes onglets. En fait, c'était juste au niveau de la présentation, tu avais juste quelques slides de retard. Mais Ok. de toute façon, Ok. Bon, alors je c'est vais bon. retenter de faire. Je vais faire stop et retenter de faire le partage. Partager. Fenêtre de l'application, onglet. Hop. Dites-moi si c'est bon. Ça recharge. Ouais, c'est bon. Juste à mettre en plein écran, comme tout à l'heure. C'est bon? Pas encore de mon côté, en tout cas. Hop. C'est pas bon. C'est toujours pas bon? De ton Non, pas côté? encore, pas encore. Mince. Alors. Ah. C'est dommage que ce soit vers la fin là que tout parte en Ouais. sucette. De toute façon, vous recevrez la présentation Oui, en vous entier, la hein, recevrez par en mail, entier. juste après le webinaire. Alors, je sais pas si là c'est bon du coup, mais. C'est en train de charger. Ah non, toujours pas. Ok, bon, je suis désolé du coup que ça ait bugué. Alors, je sais pas trop comment faire. Du coup, il restait 2 slides en vrai, donc Ouais, peut-être que je peux continuer sans les slides. En tout cas, l'idée que je disais du coup à ce moment-là, c'était que l'idée c'est qu'il faut comment dire, il faut répondre en fait à la demande de votre client en cherchant des mots-clés, en vous mettant soit dans une position du client qui s'interroge. Euh, du client qui s'interroge en fait et qui va poser des questions, soit de vous mettre dans la position du client qui sait déjà ce qu'il veut et donc de répondre à ces questions-là. Et souvent, ça va être des mots-clés qui sont souvent les mêmes. Hein. Ça va être des, entre guillemets, ce que j'appelle des suffixes qui sont souvent les mêmes dans les recherches. Donc, ça va être par exemple le fait de dire pas cher, le fait de dire alternative à X. Par exemple, si vous êtes un cabinet d'assurance, souvent, ils vont chercher, si un client cherche une assurance via le SEO, donc via une recherche, il va taper alternative à MMA, par exemple, alternative à Alliance, alternative à ce genre de choses. Ça va être ça, en fait. Par exemple, quand on veut chercher une nouvelle banque, typiquement comme Shine, admettons, on va taper peut-être alternative à la Société Générale, alternative à, je sais pas, BNP, ou sinon, on va même taper banque pour entrepreneurs, banque en ligne pour freelance, ce genre de choses. En fait, c'est ce genre de choses qu'il faut que vous mettiez en tête. Mettez-vous vraiment dans la tête de votre client, un client qui est sur Internet, qui cherche un produit, qui cherche une offre, qu'est-ce qu'il va taper? Et vous, votre but, c'est d'optimiser des pages pour ces recherches-là et c'est de créer de nouvelles pages pour ces recherches-là. Du coup, la presse en soi est finie. Hein, c'était vraiment la dernière slide. Moi qui suis, du coup, moi je m'appelle Ariel Dorol. Donc je vous l'ai dit au début. Pour être concret, je suis freelance depuis 2013. Je suis développeur depuis 2011. Je suis enseignant et coach aussi depuis 2014 et je suis client Shine depuis 2018. Voilà. Donc moi, je suis aussi client Shine depuis presque les débuts. Shine, c'était en 2017. Et donc voilà, je fais je fais de temps en temps des petites presses comme ça, si ça vous intéresse. Vous pouvez me suivre sur Instagram, donc c'est @la vie de freelance, ou vous pouvez aller sur mon site web. Je pense pas que j'ai mis de newsletter, mais voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer une question en tout cas à bonjour@laviedefreelance.fr. Et j'ai d'ailleurs en plus une formation qui sort bientôt, parce que je suis aussi formateur. J'ai une formation qui sort bientôt sur le SEO pour les entrepreneurs, vraiment très orienté entrepreneur et très très orienté technique en fait, enfin orienté pratique pardon, qui sort bientôt. Donc, si vous avez des questions à propos de ça, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à bonjour@laviedefreelance.fr. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère que ça vous a été utile. Et du coup, voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran ou pas, si vous ne le voyez toujours pas ou. là, on voit les onglets. Je vais récupérer les questions. On a quelques questions de la part des visiteurs. D'accord. Alors, juste une petite question là. Je voulais juste voir quelque chose. Là, vous voyez mon onglet encore ou pas? On voit tes onglets, ouais.
Et là, là, par exemple, je tape une recherche, vous le voyez ou pas du Ouais, tout? exactement. Ok. Ouais. Bah là, alors là, je vais juste vous montrer un petit exemple de SEO rapide. Là, vous voyez, j'ai tapé formateur Vue.js Paris. Alors moi, en fait, je suis développeur, comme je vous ai dit, et Vue.js, c'est une de mes spécialités. Et en tapant formateur Vue.js Paris, regardez ce qui se passe. Les quatre premiers liens, enfin les trois premiers liens, pardon. Donc là, vous voyez, il y a un lien Malte, il y a un lien arielderol.fr et il y a un lien LinkedIn. Les trois, eh ben, c'est moi, en fait. Et pourtant, je n'ai absolument pas tapé mon nom dans la recherche. Mais vous voyez bien que les trois, c'est moi. Donc là, il y a un truc aussi qui est un peu biaisé, c'est que je suis connecté. Dites-vous que quand vous êtes connecté, Google va aussi vous afficher des résultats en fonction de ça. Mais je peux vous dire avec certitude que même quand je ne suis pas connecté, c'est-à-dire même quand je suis en navigation privée, donc l'équivalent de quelqu'un qui ne serait pas moi, et ben, il tomberait sur à peu près les mêmes résultats. Pourquoi? Parce que j'ai optimisé ma fiche Malte pour justement cette recherche. J'ai optimisé mon propre site web qui est mon CV en ligne pour cette recherche. Et j'ai optimisé mon profil LinkedIn aussi pour cette recherche. Donc forcément, c'est les trois choses qui apparaissent. Et quand on descend, j'ai encore d'autres choses qui apparaissent. Et j'ai un cinquième lien, le cinquième ou sixième lien, c'est aussi moi, otacode.es. C'est un autre de mes sites web, c'est un autre de mes CV en ligne, en gros. Donc là, ça, c'est pour vous donner un exemple concret de SEO qui marche, en fait. En optimisant, on peut vraiment apparaître sur des recherches intéressantes. Et moi, mes clients, certains de mes clients cherchent ça parce que je suis formateur, justement, sur cette techno. Donc voilà. Donc il y avait des questions, du coup, bah, on peut aller aux questions. Ouais, super. Merci beaucoup, Ariel, pour cette présentation. Alors là, je vois une question d'Alexandre sur le I de Curie, donc tout le côté intégration, Yes, fonctionnement interne. fonctionnement interne. Bon, tu as expliqué pourquoi tu rentrais pas dans les détails, mais demande si tu as des sources pour justement bien implémenter ce I de Curie. Yes, bah alors j'étais allé très vite dans la slide, mais du coup dans la slide, vous avez vu, j'ai mis une très grosse liste avec justement tout ce qui est recommandé de faire. Ce que je peux faire aussi, c'est j'essaierai de vous mettre dans le. Alors en fait, le mieux pour ça, c'est juste de taper vous tapez sur Google, un truc très simple, vous tapez checklist SEO, et en fait, vous allez voir plein de gens qui ont déjà fait plein de listes, sûrement même mieux que moi. Et en fait, c'est ça, c'est que c'est vraiment des listes à cocher, on va dire quoi. Ils vont vous dire, bah mettez votre site en sécurisé, mettez un lien vers telle ou telle chose. Enfin voilà, ce serait trop long à vous expliquer parce que c'est très technique. Mais par contre, en mettant sur Internet checklist SEO, vous allez en trouver plein des gratuites en fait. Vous tapez vraiment checklist SEO et il y en aura plein qui expliquent ça. C'est vraiment de la technique en fait, c'est purement technique en fait. Donc bon, moi, c'est encore plus facile pour moi parce que je suis développeur, mais vous inquiétez pas, la plupart des choses sont accessibles même pour les non-développeurs. Super. Alors, on a une question de Hélène, et je pense que ça rejoint aussi une question de Jaime sur l'efficacité de ses méthodes, ses propres méthodes pour être performant en SEO. Donc, comment Ouais. sont ces évolutions au fil de temps? Est-ce qu'il y a des outils à recommander? On en avait Yes, parlé juste avant, on en avait parlé tu nous juste avais parlé avant. juste. Exactement. Alors, je vais essayer de repartager mon écran. Alors, il y a plusieurs outils pour les faire. Je les mettrai en fin de presse. Dites-moi si vous voyez mon écran. Sinon, moi, je les ai. Ce que je peux OK. faire, c'est Ouais, tu peux focusement, les je peux les partager. partager directement C'est dans le ça. chat. Ouais. Tu peux les partager. Et en fait, Je ce peux que vous j'allais faire dire, ça. c'est que sinon, sur Google, si vous tapez SEO Audit Tool, en général, c'est en anglais qu'il faut le mettre, hein, SEO Audit Tool, vous allez trouver plusieurs liens gratuits qui vous permettent de faire ce qu'on appelle un audit de votre site pour savoir si votre site il est assez optimisé ou pas. Donc voilà. Donc Virgile vous mettra les outils Je vous mets ça tout de suite dans le chat. dans Moi, le par chat. contre, ce que je conseille, c'est que en général, moi, les audits, je m'y fie pas à 100% pour une raison très simple, c'est que on a tendance ensuite à avoir un biais de confirmation qui est négatif, qui est que sur la technique, enfin, faut pas oublier que ça reste un robot, hein, sur la technique, le robot vous dira ah mais vous êtes nickel, alors que ça se trouve pour l'utilisateur quand il arrive, vous n'êtes pas nickel en fait. Donc moi, la façon dont je vois si mon SEO est performant ou pas, c'est que je vais régulièrement sur les mots clés que moi je vise, je vais régulièrement les taper en fait pour voir si mon site web apparaît ou non et jusqu'où mon site web apparaît. Et pour ça, il y a un outil qui est très pratique et qui est gratuit qui s'appelle la Google Search Console qui vous permet de savoir à quel point les gens viennent sur votre site, sur quels mots-clés, etc. La Google Search Console. Voilà. Ok, super. Donc, il y a Jaime qui nous demande combien coûte un spécialiste SEO pour un site. Alors, ça va vraiment il y a vraiment tous les prix, hein. Vous avez des prix qui sont pas trop chers, comme 300 euros, je dirais 300 euros l'audit. En fait, l'audit, c'est qu'il va juste vous dire ce qui va pas et comment l'améliorer. Et après, ça peut monter très, très haut. Ça peut monter à 5 000 euros, 10 000 euros. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir des abonnements. Par exemple, c'est vraiment ce qui est à la mode en ce moment, c'est d'avoir un abonnement où l'entreprise, elle vous maintient votre SEO
dans le temps. Donc, c'est des abonnements qui commencent en général à 100 euros par mois. Enfin, la moins chère que j'ai vue, c'est 100 euros par mois, mais 100 euros, on est vraiment sur du pas cher du tout, quoi. C'est vraiment du low cost, entre guillemets. Donc, il faut pas vous attendre à des miracles. Et même, je dirais même plus, souvent, les consultants en SEO, les agences de SEO, ils vous garantissent un résultat de moyen. Enfin, ils vous garantissent en fait oui, enfin, ils vous garantissent pas un résultat, ils vous garantissent des moyens. Ce qui veut dire que eux, ils disent qu'ils mettent tout en œuvre pour vous faire apparaître, mais ils vous garantissent pas d'être en première page. Donc voilà. Donc, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est d'abord essayer de le faire un peu vous-même si vous avez un peu de temps. Mais si vous préférez déléguer, effectivement, le mieux, c'est de vous connaître un minimum comment ça fonctionne pour pas vous faire avoir, entre guillemets, par une agence. Parce qu'en fait, une agence ou un freelance peut facilement abuser de votre naïveté, si je puis dire, si vous connaissez pas un minimum comment ça fonctionne, quoi. Vous lui posez-lui bien les bonnes questions, dites-lui bien, moi, je vais apparaître sur tel mot-clé, je vais être en première page ou deuxième page, mais je vais apparaître sur tel ou tel mot-clé, je vais utiliser telle ou telle page. Sinon, comme je vous dis, bah, vous allez avoir le cas classique de, il vous dit, vous inquiétez pas, j'ai fait du SEO pour vous. Et en fait, le SEO ne fonctionne que sur votre nom de domaine à vous, quoi. Ouais. C'est effectivement compliqué. Ouais. Et justement, en parlant de nom de domaine, Raphaël nous demande s'il faut absolument avoir un mot-clé dans son nom de domaine. Alors avant c'était très c'était la technique avant en fait tout le monde faisait ça, on mettait des mots clés dans son nom de domaine. Aujourd'hui c'est moins, je dirais c'est moins vraiment pertinent, c'est pas le terme, mais c'est moins efficace. Voilà. Aujourd'hui, c'est moins efficace de faire ça. Vous n'avez pas spécialement besoin. Néanmoins, je dirais que mettre un mot-clé dans votre nom de domaine, c'est toujours bien pour l'utilisateur, en fait, dans le sens où forcément, si vous avez un nom, par exemple, si vous vous appelez Plombier 75, bah forcément, oui, c'est mieux enfin, c'est quand même mieux de s'appeler Plombier 75 dans le sens où on comprend tout de suite que c'est le plombier dans le département 75, quoi, que si vous appeliez juste Charlie, par exemple. Je dirais que dans ce sens-là, c'est plus pour les utilisateurs maintenant que c'est intéressant, mais aujourd'hui, ça importe peu. L'idée, c'est que dans vos titres, les titres sont les choses les plus, enfin, le contenu, c'est le plus important, en fait. Comme je l'ai dit, hein, dans le curry, il y avait le C en premier, le contenu, c'est le plus important. Dans votre contenu, il faut répondre à la recherche, et c'est Super. Alors, il y a Walid qui nous demande comment savoir évaluer si notre contenu est bon. Je pense que tu as déjà un petit peu répondu. Mais la deuxième question est intéressante sur les relations avec les autres sites web. Comment créer des ponts avec des sites web qui sont dans le même domaine, mais des sites web un peu complémentaires. Est-ce vraiment que tu as des conseils le plus simple, yes, c'est de les contacter. Vous faites un petit mail très simple. L'idée, c'est pas que ça ressemble à un email de prospection. C'est vous allez sur leur site en question, vous trouvez deux, trois pages qui vous intéressent. Vous faites un petit mail. Salut, j'ai trouvé cette page sur votre site. J'ai trouvé vraiment intéressante. Je suis aussi sur le même secteur. Est-ce qu'on peut en parler? Et voilà. Franchement, vous faites une petite intro très rapide. Il n'y a pas besoin de faire un mail compliqué. Si les gens sont, en général, les gens sont gentils, hein, et les gens répondent. Si le mail il est court, d'autant plus, la personne répond, vous discutez entre vous et vous essayez de faire bah, voilà, des échanges de liens grâce à des pages partenaires, par exemple, ou comme je vous disais, des articles, comment j'avais appelé ça, des articles, mince, des articles, bref, des articles partenaires, quoi. C'est vous qui allez écrire un article chez eux, ou eux qui viennent écrire un article chez vous, et en échange, vous leur permettez de mettre un lien vers leur site à eux. Et ça marche très bien. Parce que du coup, si eux ont un bon rédactionnel, sur votre site, c'est très bien pour vous, parce qu'ils vous créent du contenu pour vous, parce que c'est sur votre site. Et eux, en échange, juste vous mettez un lien vers leur site. Et inversement, si vous allez créer du contenu chez eux, en échange, ils acceptent de mettre un lien vers votre site, et ainsi de suite. Voilà. Ok, super. Euh, Pardon. Alors, question super intéressante de Jean-Baptiste qui nous demande, avec la disparition des cookies tiers, pourra-t-on toujours savoir la part de prospects apportée par le SEO? Exemple, 30% pour vous. Peut-être, avant de répondre à la question, est-ce que tu peux un peu expliquer ce qu'est un cookie tiers? Je sais pas si Yes. tu as fait. Alors, comme je l'ai dit dans une de mes slides, Google sait tout, entre guillemets. Et Google sait tout parce que, bah, en fait, il a plein de partenariats, il a notamment des outils analytics. Et grâce à ça, il dépose, il dépose des cookies. Ce qu'on appelle des cookies, c'est des traceurs sur votre site web, avec lequel, en fait, il sait combien de temps passe l'utilisateur, sur quel site il va, etc. Et en fait, ces cookies, avec la norme avec la réglementation RGPD, donc la réglementation pour le droit à la vie privée, on va dire, en France, sur Internet, bah, on a de moins en moins le droit d'avoir des cookies. Bon. La réalité, d'une part, c'est que très peu de gens respectent ça. Il y a c'est très peu appliqué parce qu'en fait, c'est très dur à faire en vrai. C'est très dur de faire un site sans cookies. Un site sans cookies, c'est un site où vous pourriez jamais vous connecter en fait. Un site comme Shine en ligne, enfin la version en ligne de Shine, vous pourriez jamais vous connecter s'il n'y avait pas de cookies en fait. Donc typiquement, c'est compliqué de faire un site sans cookies, totalement 100% aux normes. Donc en vrai, ça n'aura pas trop d'incidence. Mais à part ça,
faut vous dire que encore une fois, les moteurs de recherche, même s'il n'y a pas de cookies, ils ont leur propre façon aussi de savoir le nombre de visites sur un site web. Par exemple, sur Google, Google, c'est le nombre de fois que quelqu'un clique sur un lien dans les résultats de recherche. Et ça, il n'y a pas besoin de cookies pour le savoir. Ça, Google, il va juste enregistrer l'info dès que quelqu'un clique. Et c'est pas grâce à un cookie, ça. C'est grâce juste à du code qui ne concerne pas les cookies et c'est totalement légal. Donc, vous inquiétez pas, les cookies n'auront pas trop d'incidence pour quand même savoir combien de visites il y a eu. Par contre, on saura un peu moins d'où viennent les visites. Ça, c'est sûr. On saura moins d'où viennent les visites, mais il y aura toujours, sur ça, il n'y a pas de souci. Ok. Je vais prendre encore 2-3 questions. Il y a Rosine qui nous demande s'il y a secteur concurrentiel, faut-il changer ces mots-clés régulièrement et comment les changer concrètement? Alors, en fait, quand vous êtes dans un secteur qui est très concurrentiel, moi, ma technique, si je puis dire, c'est que il faut vraiment aller à comme je dis, il y a vraiment deux techniques différentes. Hein. C'est soit vous êtes sur de la suroptimisation, et sur un secteur très concurrentiel, je trouve que c'est très dur de suroptimiser, surtout si vous le faites seul. Vous n'avez pas les mêmes moyens qu'une boîte qui est là depuis des années, par exemple. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, pour concurrencer Wikipédia sur certaines pages, bon courage, quoi. Wikipédia, c'est là depuis des années, c'est très vieux, c'est très compliqué de prendre leur place. Néanmoins, si vous êtes sur un secteur concurrentiel, ce que je conseille, c'est de faire plutôt de la prolifération de contenu, donc de viser des recherches annexes, longue traîne. Par exemple, encore une fois, si je vais prendre le même exemple pour les baskets, Basket Nike, c'est très très concurrentiel. Il y a de fortes chances de tomber sur des sites web qui sont déjà là depuis très longtemps, qui sont suroptimisés, alors qu'en cherchant des choses comme Basket Nike, je sais pas, Basket Nike Paris Saint-Lazare, c'est très très précis cette recherche. Donc vous allez vous dire oui, mais du coup c'est très précis, personne ne recherche ça. La réalité c'est que oui, peut-être qu'il y a très peu de gens, il y a peut-être 5 personnes qui cherchent ça, mais en cumulant plein de pages comme ça, 5 personnes plus 5 personnes plus 5 personnes plus 5 personnes, ça vous en fait beaucoup. Un très bon exemple de ça que j'ai, c'est un site qui s'appelle Traiteur Parisien. Eux, pour aujourd'hui maintenant, si vous tapez Traiteur Parisien, ils sont limite premier, limite premier dans la liste. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont fait plein de pages autour du mot traiteur parisien avec des variations. Donc traiteur parisien cocktail, traiteur parisien je sais pas, Morito, traiteur parisien Paris 18e, traiteur parisien Paris 19e. Ils l'ont fait pour quasiment tous les arrondissements, par exemple, alors que la réalité, c'est qu'ils sont pas dans tous les arrondissements, mais qu'ils sont à peu près dans tous les arrondissements. Donc, ils ont juste augmenté le nombre de pages qu'ils avaient sur plein de recherches différentes. Et aujourd'hui, ils ressortent vraiment beaucoup, en fait. Ok. Alors, il y a une question d'Émilie qui fait un peu le pont avec un autre type de référencement. Je trouve ça intéressant. Yes. Pour un nouveau site web, est-il nécessaire d'acheter des mots-clés via Google Ads? Moi, je trouve que ce n'est pas nécessaire. En fait, si vous voulez, Google Ads, c'est une stratégie très différente. Google Ads, c'est le fait de payer pour apparaître sur Google en premier. Donc, encore une fois, tant que vous payez, vous apparaissez en premier. Et dès que vous arrêtez de payer, vous n'apparaissez plus. Donc, je dirais pas que c'est obligatoire. Je dirais qu'il faut juste savoir si ça fait partie de votre stratégie d'acquisition. Si vous vous dites, j'ai envie de mélanger SEO et publicité payante en même temps, vous pouvez effectivement. Le seul avantage que ça vous donne, le fait de payer Google Ads dès le début, c'est que ça va créer plus de visites chez vous. Et en fait, le fait d'avoir plus de visites, ça va aussi améliorer votre référencement. Parce que rappelez-vous, dans Curie, il y a le U de User Experience. Donc le fait d'avoir des visites et que les gens restent, c'est le fait que l'expérience utilisateur soit bonne. Donc le fait de booster le nombre de visites au début en payant un peu, ça marche un peu. Voilà, c'est une technique que plusieurs personnes utilisent. Ils boostent un tout petit peu les visites au début pour que Google voit qu'il y a des tas de gens qui arrivent, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. C'est pas obligatoire tout le temps. Dites-vous bien que le SEO, c'est une stratégie de fond. Il faut vraiment garder cette stratégie en plus de quelque chose. Vous ne pouvez pas vous baser que sur le SEO, en fait. Enfin, sauf si vous avez le temps d'attendre. Mais si c'est par exemple un business à part, vous pouvez, mais en général, on n'a rarement qu'une seule stratégie d'acquisition, quoi. Donc, miser sur le SEO et autre chose quand même à plus court terme à côté. Ce qui est bien, c'est juste que le SEO, ça dure vraiment dans le temps, quoi. Ouais, comme vous voyez, mon site Ariel de Roll, il est là depuis 2011 et vraiment, ça continue à me donner des clients jusqu'à maintenant. Ok, alors on va essayer de prendre deux dernières petites questions. Celle d'Alexandre. Est-ce que tu peux parler des IP des serveurs web, donc au niveau de la géolocalisation, je vais y arriver, pour l'Europe et pour l'international? Yes. Alors, en fait, comme je montrais tout à l'heure, quand je faisais la recherche pour moi, mon propre nom, entre guillemets, je vous avais dit qu'en fonction de si j'étais connecté ou pas, ça affichait pas les mêmes résultats. Car oui, en fait, c'est pas Google, il va pas juste se dire pour une recherche, j'affiche tout le temps le même résultat. Non, il a plein de critères différents, ce qui fait que pour cette recherche et en fonction du profil de la personne qui recherche,
il va pas mettre les mêmes choses. Donc effectivement, si vous savez que vous visez des gens en France, je vous conseille d'être sur un hébergeur français, c'est mieux. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux effectivement parce que Google, il va se dire, ah bah tiens, je vais chercher aussi des sites qui sont sur des IP françaises aussi. Ça a une petite incidence. C'est pas la plus grosse incidence du monde, mais ça a une petite incidence. La langue aussi a une incidence. Bah, le fait d'avoir votre site qui soit en français, mais que la personne soit aux États-Unis et recherche en français, bah, votre site va avoir des chances d'apparaître. Mais si elle est aux États-Unis, bah, il y a plus de chances aussi que les sites aux États-Unis apparaissent. Voilà, c'est un mélange de plusieurs choses en fait. Donc c'est un mélange de la langue de votre site, le pays sur lequel est fait votre site, donc le serveur, et ensuite les mots-clés de pays que vous mettez dans votre contenu. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, mettez bien du contenu localisé dans votre, enfin, des mots localisés dans votre contenu, car ça joue. Voilà, quelqu'un aux États-Unis qui tape banque en France, bah, il a plus de chances de tomber sur votre site à vous, même si votre site est sur un serveur français, que sur un site américain écrit en français qui n'a pas précisé le mot France, en gros. Ok. Alors, une dernière question de Sandy qui demande: est-ce une bonne pratique de ne pas indexer les pages HTML que l'on ne souhaite pas voir remonter dans les recherches Google? Yes, c'est une très bonne pratique. Et ça, on le fait grâce justement à ce qu'on appelle le robot TXT que j'ai mis dans la slide de la partie interne. Le robot TXT, c'est un fichier technique qui vous permet de dire à Google que vous voulez pas tracer telle ou telle page en termes de référencement. C'est une très bonne pratique puisque votre but, c'est pas que justement des pages privées apparaissent sur Google, hein, bien évidemment. Donc ouais, c'est une très bonne pratique de cacher certaines pages. Très bien, super. Bah, il me reste plus qu'à vous remercier, à la fois toi, Ariel, pour ta présentation et pour ton temps, et puis à tous ceux qui ont assisté au webinaire. J'espère qu'il vous a plu. Comme on vous disait tout à l'heure, vous pourrez retrouver la présentation dans le mail juste à la fin du webinaire. Et si vous voulez vous refaire un petit kiff, il y a toujours le replay sur YouTube. Donc voilà, encore merci à tous, et puis à très bientôt, et bon appétit. Yes, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.